Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce magazine dimanche. Un réel plaisir d'avoir sur ce plateau madame Thérèse Kapinga Bokassa, première vice-présidente nationale de l'ANADEC, l'Alliance nationale pour l'émergence de la démocratie au Congo, avec qui on va discuter sur l'actualité, mais également on va évoquer une thématique en rapport avec la participation de la femme dans le processus électoral en RDC. Bonsoir madame Kapinga Bokassa Thérèse, ravi de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, c'est une première dans ce magazine du dimanche. Comme je l'ai dit, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes enrôlé, il faut le dire, au courant de la semaine. On vous a dit que les élections ont bel et bien lieu. Mais votre argumentaire par rapport à cela? Je sais que la CENI a publié les calendriers. Il a publié les calendriers pour les enrôlements. À ce qui concerne les 11 provinces, les premières 11 provinces, dont figure Kinshasa, ça a commencé le 24 décembre pour s'arrêter le 23 janvier. Et nous avons fait notre enrôlement. Nous sommes allés, on était accompagnés de notre base pour nous faire enrôler d'une manière de sensibiliser notamment les électeurs, la population, surtout tambour battant, on vous a vu avec un nombre important de militants. Cela veut dire que vous avez une adhésion finalement sur votre parti, dans votre électorat. Bien sûr, bien sûr. Donc on devrait, pour essayer par l'exemple, amener par la même occasion un bon nombre de militants de la base pour se faire enrôler avec moi par la même occasion. Et je ne me suis pas arrêté là. Toute la semaine, franchement, j'étais au four et au moulin parce que j'ai accompagné aussi le candidat provincial de ma circonscription parce que moi, j'ai des ambitions de postuler au niveau national dans la circonscription de la Funa. Alors, j'ai accompagné également les candidats provinciaux. J'ai accompagné Madame Floriane pour Ngiringiri, la commune de Ngiringiri. J'ai accompagné évidemment Madame Gabrielle pour la commune de Kasavubu. J'ai accompagné également Madame Michael pour la commune de Kalamu. Et ce matin, je venais d'accompagner Monsieur Christian pour la commune de Selembao. Et de là, Dieu piqué directement ici comme j'avais rendez-vous avec vous. Donc voilà, le processus est en marche. Donc je vois l'engouement qui est dans des centres d'enrôlement. C'est que la population s'est vraiment donnée corps et âme pour avoir la carte parce qu'il y a eu des jeunes majeurs qui ne se sont pas enrôlés en 2017 et aujourd'hui ils sont à l'âge d'aller au vote. Ils s'empressent aussi pour se présenter au niveau des centres afin d'avoir la carte. Puisque vous parlez de centre, il faut quand même dire qu'on a relevé beaucoup, je veux dire, d'à peu près dans la manière de faire quand même de la CENI. Est-ce que ça vous rassure finalement, la manière dont les choses, que finalement on aura des élections telles que prévues dans le calendrier? En tout cas, j'ai la ferme conviction qu'il y aura élection. Qu'est-ce qui vous rassure finalement qu'il y aura cette élection? Ce qui me rassure parce que je vois la manière dont la CENI est en train de procéder et le voit lentement et sereinement. Donc quand il propose quelque chose, ça se réalise. Ils ont commencé par des candidatures de gens qui devraient, les PPO, les OPS, les agents électoraux et tout ça, dans le temps. Ils ont respecté, ils ont recruté ce qu'ils ont recruté, ils sont passés dans des formations par-ci par-là, et puis quand ils ont publié les calendriers pour l'enrôlement, je vois qu'ils sont en train de respecter, et à cela, ça prouve à suffisant qu'il y aura élection au mois de décembre. Avec tous ces équipements qui tombent en panne de temps en temps, avec des cartes en noir-blanc, ce qui diffère quand même du régime passé, est-ce que c'est la détente quand même que de la bonne volonté de la CENI d'aller finalement aux élections? Oui, bon, moi, là où nous sommes passés, je suis allé me faire enrôler, j'ai accompagné aussi mes provinciaux, mais là, je n'ai pas trouvé de problèmes de machines techniques et tout ça là. Non, nous sommes arrivés, on nous a reçus et on a passé à l'identification et tout ça jusqu'à la capture et la carte laminée et tout ça. La seule différence c'est seulement parce que la photo est en noir et blanc. Mais tout ce qu'on raconte là, avant d'y aller, d'abord moi aussi j'étais curieuse pour aller voir ce qui se passe là-bas. On a eu beaucoup d'images dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui
qui sont sortis. Je vais comme ça, Kapinga, je sors avec le visage de Mutombo. Voilà, et avec une figure de figuré et tout. Mais quand je suis allé, j'ai trouvé que la réalité était autre finalement. C'était autre. Vous avez reçu votre carte en bonne et due forme. J'ai eu ma carte en bonne et due forme, je l'ai présentée même, j'ai regardé, mais c'est bien moi. Ok, d'accord, parce que bon, alors, bon, de toutes les façons, on prend votre élément, c'est-à-dire d'enrôlement, si la réalisation est en harmonie avec moi, comme ça on va évoluer avec cette édition. Très contente, très heureuse d'avoir accompli cette mission qui est une mission civique pour tout Congolais, toute Congolaise. Et cela me donne le droit aujourd'hui d'aller aux élections, de faire tout ce que je peux avec cette carte. Parce que c'est cette carte ici qui va me donner l'accès même d'avoir le passeport, qui va me donner l'accès de voyager, qui va me donner l'accès de faire tout devoir civique. C'est pour cela que j'ai voulu aujourd'hui être accompagné avec ma base pour que je puisse accomplir ce devoir qui est le devoir civique de toute Congolaise et de tout Congolais. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et puis la qualité de la carte. Voilà, tout à l'heure, là, donc c'était Madame Kapinga Bokassa Thérèse, lors de son enrôlement, mais également, on a notifié également qu'il y a eu d'autres candidats qui sont en lice par rapport à ces élections, qui sont de son parti, le parti Anadek, qui est géré par Suzy Badjoko. Il faut vraiment le dire, Suzy Badjoko est la présidente du parti. Agé Matembo également, qui est, je veux dire, je ne sais pas, il occupe quel poste aujourd'hui à la CENI. C'est lui l'initiateur du parti, je crois le dire. Je rappelle quand même que vous êtes également chef de travaux à l'Université libre de Kinshasa. Vous assurez finalement quels travaux? J'assure les travaux dans les cours qui me sont conférés. Oui. J'enseigne le cours de théorie et doctrine des relations internationales parce que j'ai fait le SPA, j'ai fait la sciences politiques et administratives, donc dans le département des relations internationales. Et je me suis spécialisé en politique étrangère. Et là, j'enseigne le cours de théorie et doctrine des relations internationales. Très bien. Et voilà, donc j'ai terminé là-bas et j'ai été retenu comme assistant de premier mandat, puis je suis passé comme assistant de deuxième mandat. J'ai fait des publications scientifiques. Et les autorités académiques ont trouvé mieux que je devrais être nommé comme chef de travaux.
Et cela, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis chef des travaux. Comme que l'université Léo de Kinshasa est située à Limité, je veux dire, une grande université privée sur 15e rue, oui. À Limité. Voilà, vous êtes également présidente vous êtes présidente et coordonnatrice nationale de l'ONG CDHF, Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Très bien, parce que c'est un thème qu'on va évoquer également au cœur des cités du Chion. Il est temps pour nous de prendre un élément qui parle de la CENI, qui a échangé avec quelques communautés d'observation électorale. Image de commentaire. À la Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima Kazadi a reçu les animateurs de la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'église protestante au Congo, ECC. Cette délégation est venue voir le président de la CENI dans le but d'échanger sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours avant que cette mission d'observation ne puisse publier son rapport sur le travail d'identification et d'enrôlement des électeurs. Entre-temps, la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes a demandé à la population de continuer de s'enrôler. Nous sommes venus rencontrer le président de la CENI et son équipe pour un échange très important parce que demain, nous allons rendre public notre déclaration à mi-parcours concernant l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Et comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primaire de l'information. Nous sommes une mission d'observation électorale citoyenne. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. Comme nos pères spirituels l'ont dit à maintes reprises, nous invitons les Congolais à venir, à passer, à aller s'enrôler massivement dans les centres d'inscription. La mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes est partenaire de la CENI. Elle travaille avec l'administration électorale en lui fournissant les informations sur les processus des élections en ce qui concerne le travail qui se déroule sur les terres. Puisqu'on parle de l'amélioration des processus électoraux, on prend également le co de la plateforme Lamuka que gère Martin Fayoulou, il faut le dire, présenté par Principe Ngué. Nous demandons qu'on améliore les choses, les opérations d'enrôlement. Nous exigeons que l'AMOCA entre dans le bureau de la CENI, ce que le FCC également demande. Donc, nous avons notre stratégie. Notre stratégie est de dire que nous n'accepterons pas une seule minute de plus. Pour cela, nous disons il faut nous enrôler. Mais tout en nous enrôlant, nous continuons à exiger qu'il y ait un consensus. Parce que s'il y avait un consensus, si les politiciens s'étaient entendus sur les règles du jeu, aujourd'hui, ces machines qui tombent en panne, on aurait pu suggérer l'achat des bonnes machines d'enrôlement plutôt que ces machines qui sont comme des D7 qui chauffent et qui tombent en panne chaque 10 minutes. Donc, c'est pas ce cas Kadima a décidé de tout seul qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce chaos. Et croyez-moi, nous continuerons à exiger le consensus tout en demandant à la population d'aller se faire enrôler. Parce que pour nous, la seule façon d'arrêter la tricherie, c'est de s'enrôler et d'encercler les bureaux de vote les jours du vote. Mais bien avant cela, il faut d'abord s'enrôler. Nous nous disons, allez vous faire enrôler malgré les tracasseries policières, malgré les demandes d'argent, malgré les machines qui tombent en panne. Une machine pour 200 personnes par jour, ce n'est pas possible. Donc pour nous, les problèmes que l'Église catholique et l'ECC ont relevés sont les mêmes que la coordination des opérations électorales COEL au sein de la MOCA et ADD Congo nous avons relevé. Maintenant, nous allons faire une grande synergie pour continuer à mettre la pression parce que notre peuple, comme le peuple américain français, mérite de bonnes élections. Malheureusement, ce que Kadima est en train de préparer, c'est un chaos. Voilà, tout à l'heure, c'était Principe Ngué de la plateforme Lamuka qui a également une autre perception finalement du processus électoral. Vous êtes également ceux de l'opposition républicaine, tel que vous l'avez dit. Comment est-ce que vous jugez le propos de Lamuka par rapport à ce que Principe Ngué a déclaré?
Les propos de Lamouka, ça n'engage que lui. Hein? Tout à fait. Ça n'engage que vous avez quand même une critique. Nous sommes de l'opposition républicaine parce qu'ils sont en train de parler là de processus électoral, de demander à la population d'aller se faire enrôler. C'est ce que nous sommes en train de faire également. Vous avez vu comment est-ce que je me suis battu corps et âme sur terrain et tout ça pour aller prendre des gens afin qu'ils aillent se faire enrôler. Mais à ce qui concerne des machines, comme il dit là, les machines qui tombent en panne 10 minutes et tout ça, moi je suis passé au moins dans 5 centres pour accompagner mes provinciaux. En tout cas, on n'a pas vu ça. On n'a pas. J'étais curieuse, comme je vous ai dit tout à l'heure là, de voir ce qui s'est dit au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la Mouka, comme il venait de répéter tout à l'heure là. Mais sur terrain, c'est une autre réalité. Donc, ce que j'ai fait là, aller suivre et tout, c'était pour que je puisse m'acquérir moi-même en face de vive voix, si réellement des machines tombent en panne, si réellement, parce que j'avais entendu aussi quelque part là, oh non, il y a des groupes et on demande à la population de se cotiser pour acheter des carburants et tout. Je n'ai pas vu ça, j'ai pas vécu ça. Alors, ce qu'ils sont en train de faire comme déclaration, ça leur engage. Nous, en tant qu'opposition, nous déclarons qu'il y ait le respect des calendriers électoraux. Nous voulons avoir les élections en temps réel. Nous ne voulons pas qu'il y ait glissement. Nous voulons que ces calendriers qu'ils ont publiés, que ces calendriers soient respectés jusqu'à la fin. Parce que au début, vous m'avez posé la question, est-ce que vous croyez au processus électoral? Je vous ai dit oui. Jusque-là, j'ai encore la conviction que ça marche encore bien. Mais nous insistons pour dire, en tant qu'opposition, nous voulons voir des élections en temps réel. Comme ils ont dit au mois de décembre, on aura élection. Nous attendons voir ça de vive voix parce que en tant qu'opposition, nous allons, s'il y a glissement, au cas où il n'y a pas élection, au cas où il n'y a pas élection en décembre, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Oui. Nous allons crier tout haut, nous allons appeler à notre population de sortir pour mener la vie dure au gouvernement parce qu'ils doivent respecter les calendriers. Quand vous parlez de la vie dure au gouvernement, vous allez pratiquement faire quoi? La vie dure, c'est-à-dire faire de lobbying. Oui. Faire de lobbying, faire de marches et tout pour que les calendriers qu'ils ont publié, que ce calendrier soit. On a déjà prorogé, il faut dire, le processus d'enrôlement. Ce qu'on a appris, c'est plus pour le 24 janvier, mais c'est maintenant pour le 15 février. Est-ce que vous pensez déjà qu'il y a une sorte d'atterrement déjà? Est-ce que c'est officiel? Parce que jusque-là, moi, je n'ai pas vu ça. Appris, même aujourd'hui, il y a eu des spéculations le matin et tout, mais officiellement, on n'a pas encore vu ça. Donc, moi, je ne peux pas affirmer quelque chose dont je n'ai pas je n'ai pas de preuves. Donc, finalement, je ne peux pas. Quel crédit, finalement, faire ce processus, sur le 4e processus électoral, finalement, en RDC, avec tous les tohu-bohu qui ont accompagné le 3 premiers cycles? Finalement, quel crédit donner à la CENI pour la bonne tenue des élections? Pas seulement les élections pour les élections, mais la bonne tenue des élections et la publication des bons résultats. Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Les élections, c'est partout dans le monde où il y a toujours des problèmes. C'est partout dans le monde. Vous avez vu même aux États-Unis, lors des élections pour Trump et celui qui est là maintenant là. Mais il y avait toujours boycott. Il y a eu des gens qui se sont battus, qui sont allés même casser des choses dans la Maison Blanche et tout ça. Donc, qu'on ne trompe pas, c'est partout dans le monde. Ce qui n'arrive pas toujours. C'est un processus. C'est un processus. Nous sommes en train d'aller vers le processus, vers la faisabilité totale de la démocratie. Mais les élections partout dans le monde, il y a pas un pays où ils sont allés vraiment sans qu'il y ait protestation ni quoi. Il y en a toujours, il y a toujours des problèmes. Est-ce que vous voulez avaliser non, je n'avalise pas. Les résultats finalement qui sortiront de ces élections, qu'ils soient vrais ou faux, c'est une façon de dire. Et des mécontents. Ouais. Donc les contents vont applaudir. Parce qu'on a besoin des élections apaisées. Les mécontents vont toujours décrier la mauvaise procédure et tout ça, la mauvaise tenue et tout. Mais les contents, ils vont dire que non, ça s'est bien passé et tout ça. C'est pourquoi je vous dis que c'est partout dans le monde où il y a le processus électoral, parce qu'il y a toujours deux camps. Il y a les camps de contents, il y a les camps de mécontents. Donc, là où il y a les mécontents, ils peuvent jamais dire que ça s'est bien passé.
Là, c'est logique, c'est tout à fait normal. Là, c'est votre argument, mais bon, de toutes les façons, ça fait 4 élections déjà qu'on va faire en RDC. Il y a lieu quand même de croire qu'il faut une sorte d'amélioration pour éviter quand même les dégâts qui accompagnaient les 3 premières élections. On parle d'une thématique, comme je l'ai avancé au début de cette édition, la participation de la femme. Comment finalement jugez-vous l'appréhension de la femme dans cette démocratie finalement qui fait du chemin en RDC? En tout cas, cette fois-ci, j'ai l'impression que la femme s'est levée. Okay. La femme s'est levée parce qu'au début, vous voyez, la femme était un peu dure, était un peu lente, tout, pour aller au processus électoral, pour aller présenter sa candidature. La femme était un peu lourde. Oui. La femme, on trouve dans des partis politiques, on trouve des femmes, beaucoup de femmes au niveau de la base. Mais s'il faut maintenant arriver au niveau des postes de prise de décision, les femmes se rétractent un peu. Parce qu'il y a des présenteurs coutumiers, il y a des présenteurs de famille et tout ça. Et puis, généralement aussi, la femme n'a pas aussi assez de moyens pour se lancer parce que la politique, la campagne, ce sont des moyens. Donc, c'est ce qui faisait que la femme reculait un peu. Mais cette fois-ci, je suis en train de voir des candidatures parce que quand on sillonne et tout, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui s'enrôlent accompagnées de leur base et tout ça. Et moi, je me dis, waouh, c'est une avancée significative parce que la femme, elle est marginalisée dans le poste de prise de décision. Si vous voyez aujourd'hui aux hémicycles, il y a 12% de la présentation de la femme dans le gouvernement. Vous allez voir, donc c'est comme dans le vice-premier ministre, il n'y a qu'une seule femme. Vous voyez dans le groupe de ministres d'État, il n'y a que 2 femmes. Dans le groupe de ministres, il y a une femme et on met beaucoup plus de femmes dans les vice-ministères. Vous voyez? Donc, on ne donne pas tellement la chance à la femme. Alors, c'est pour cela, cette fois-ci, la femme s'est dit, elle représente 52% de la population et cette femme-là doit être elle-même au four et au moulin pour essayer de changer les choses. Alors, quel peut être l'apport, finalement, de la femme dans ce que j'appelle la refondation de l'État congolais? Quel peut être finalement l'apport de la femme? Qu'est-ce qu'elle peut apporter finalement pour plus de visibilité de la démocratie et de la bonne tenue finalement de ce pays? En tout cas, très bonne question. Oui. Vous savez, on a toujours dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tout à fait. Ouais. Et même nos aïeux, ils savaient que la femme avait une force. Tout à fait. C'est pourquoi tu pouvais trouver un papa qui a au moins 12 femmes, 30 femmes, et toutes ces femmes-là vont aller faire les champs, vont aller pêcher, et lui, il est là en train de fumer sa pipe en dessous de l'arbre. Il attend que quand ces femmes-là vont rentrer, maintenant chacune d'elles puisse présenter les récoltes ou les bénéfices de là où elle était partie. Donc, la femme a toujours été forte depuis les ancêtres. Et que même, il y a un adage chez nous qui dit, là où la barbe dit tout haut la journée, c'est donc le chuchotement des tresses dans l'oreille la nuit. Donc, beaucoup de grands hommes aujourd'hui, on trouve toujours un grand homme. Derrière ces grands hommes-là, il y a toujours une grande dame derrière. C'est pourquoi, au lieu que nous puissions toujours chuchoter à l'oreille, de rester toujours derrière les grands hommes, nous devons nous-mêmes nous mettre aussi à l'avant-plan. À l'avant-plan, vous voyez, les femmes se sont réveillées aujourd'hui. Ce sont des femmes pratiquement qui prennent leur ménage en charge. Vous voyez beaucoup de femmes qui sont dans des petits commerces et tout. Et elles tiennent le foyer avec leurs enfants et tout ça. Oui, et pourquoi pas aller aussi dans des postes de prise de décision. Donc, les vents que la femme veut amener aujourd'hui, parce que nous voulons nous-mêmes aussi faire des choses dans des prises de décision, entrer vraiment dans la gestion de la chose publique pour que aujourd'hui, la femme qui souffre tant puisse prendre des décisions pour elle-même et avoir des résultats escomptés pour elle-même. Parce que vous voyez, les femmes qui se débrouillent là, avec quel bénéfice, avec quel capital, mais elle arrive quand même à tenir. Et si aujourd'hui, on arrive à lui donner un poste où elle va trouver quand même quelque chose de mieux, elle va bien gérer. Parce qu'avec le peu, elle gère bien, elle paye son loyer, elle paye les études de ses enfants, elle nourrit ses enfants avec le peu qu'elle a. Donc c'est déjà une bonne gestionnaire. Et si vous lui donnez aussi de grandes choses, elle va bien gérer. Comme la Bible dit, vous vaut mieux être fidèle dans de petites choses, ainsi viendra de grandes choses. Donc cette femme-là qui sait qu'aujourd'hui, il va de ma vie,
il va de ma mort. Là, c'est par donc, si je me mets, si je change de choses, je vais me reposer et mes enfants vont évoluer aisément, ils vont trouver aussi du travail aisément. Donc, il n'y aura pas des choses telles que nous les voyons aujourd'hui. Il faut seulement des recommandations pour être engagé quelque part, ou soit il faut faire des concubinages et tout ça, tout ça. Et il faudrait que aussi le principe de recrutement soit aussi modéré tel qu'on le voyait dans les temps. Oui, oui. Donc, alors, sur votre point de vue, mais également on parle de l'égalité du genre. Qu'est-ce que vous comprenez là-dessus? L'homme et les femmes, finalement, sont égaux, chaque année, il y a des thèmes et tout ça que nous débattons et tout, mais jusque-là, l'égalité des genres reste un slogan. Je venais de vous donner des pourcentages ici, du gouvernement, des pourcentages de l'Assemblée nationale, d'où la femme n'est pas vraiment représentée. Et vous allez nous dire que c'est l'égalité des genres. Non, c'est un processus, nous sommes en train d'aller, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une avancée significative par rapport à cette présentation. Vous avez quand même une certaine représentation dans les institutions. Représentativité de la femme. Au début, dans les années 80, on voyait que 3 femmes. Il y avait ces femmes-là, les 3 là, qui ne changeaient pas dans les gouvernements de Mobutu. Mais aujourd'hui, on trouve quand même qu'il y a des changements et tout ça. De Mayo Makala et les autres qui ont fait la fierté quand même. Mayo Makala, les Sokifwani également, voilà. Alors, votre rapport, et d'ailleurs, aujourd'hui... Sokifwani, c'est tellement mentor. Tout à fait. C'est tellement marraine qui m'a amené dans la politique. Très bien, c'est une bonne chose. Alors, une dernière question par rapport à cette page. Si jamais on vous nommait ministre de la condition féminine, parce que vous parlez des Sokifwani... Pourquoi c'est le des conditions féminines? C'est là où on met toujours la femme. Vous guidez des femmes. Parce que ce n'est pas seulement la condition féminine. On dit ministre des gens, famille et enfants. Très bien. Mais ce sont aussi des papas aussi peuvent être là-bas, famille et enfants. Pourquoi on met seulement des mamans? Donc, nous ne sommes pas là seulement pour animer ces ministères du genre. Non, on a des atouts, on a des diplômes. Vous voyez, je suis chef de travaux, donc j'ai des atouts pour animer d'autres ministères, pas seulement le ministère du genre. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est Madame Thérèse Bukassa, Kapinga Bukassa, que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Elle est, comme on l'a dit, coordonnatrice d'une ONG qui éduque les femmes. Voilà pourquoi on a plus parlé de conditions féminines. On évolue avec cette édition pour dire que une délégation des Congolais était devant le buste de Lumumba, puisqu'on rappelle également que Lumumba a fait également, on s'est remémoré la mort de Lumumba le 17 janvier. On en parle également dans cette édition. Cette tradition a été respectée cette année 2023 à travers une cérémonie à laquelle a pris part une délégation de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Moscou, conduite par l'ambassadeur, le professeur Ivan Vangu Ngimbi, qui était accompagné de son épouse Laetitia Elongo Vangu. Était également présent à cet important événement Lyudmila, auteur d'un ouvrage consacré à l'illustre personnage, le vice-recteur de l'université et une délégation de la communauté estudiantine congolaise de la Fédération de Russie. Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur, le professeur Ivan Vangu Ngimbi, a rappelé les conditions tragiques de la disparition de Patrice Emery Lumumba, mais surtout l'exemple ou modèle qu'il représente pour la jeunesse et particulièrement la jeunesse congolaise en termes de valeurs de patriotisme, de nationalisme, de panafricanisme et du don du soi pour la cause de la communauté nationale. Il a insisté sur les caractères exceptionnels du courage et de l'abnégation dont a fait montre Patrice Emery Lumumba et il a souhaité que la jeunesse actuelle s'inspire de ces grands hommes, ces grands panafricanistes. Nous avons répondu à une invitation de l'université qui porte son nom et c'est un honneur pour nous d'y être parce que Patrice Emery Lumumba, qui est notre héros national, représente justement le symbole de la lutte pour l'indépendance, la lutte pour la dignité, la lutte pour la fraternité entre les peuples. Et il est parti très tôt, trop tôt, et c'est pour cette raison que nous avons souhaité l'honorer aujourd'hui pour rappeler aux jeunes générations la quintessence de son combat et inviter ces jeunes générations justement à reprendre le flambeau pour pouvoir continuer la lutte parce que l'Afrique n'est pas encore totalement
indépendante, surtout sur le plan économique. Et aujourd'hui, nous assistons à un remaniement de la géopolitique internationale. Il est donc nécessaire que l'Afrique devienne véritablement acteur et sujet de son histoire plutôt que d'être toujours le spectateur et l'objet des relations internationales. Pour marquer cette journée d'une touche particulière, l'ambassadeur de la RDC en poste en Russie a convié la délégation de la communauté estudiantine ainsi que le personnel de l'ambassade à un dîner agrémenté par la musique congolaise. Une façon pour lui de témoigner à l'égard de ses étudiants un sentiment paternel, surtout en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État sur tous les territoires de la Fédération de Russie. Voilà, on prend tout à l'heure là le cardinal Ambongo en visite du site qui va abriter la messe papale, parce que le pape arrive dans quelques jours à Kinshasa. Image commentaire. Dans le cadre des préparatifs de la visite du très Saint-Père, c'est mardi 17 janvier 2023, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, diocèse qui accueille le pape, a effectué une descente sur le site Ndolo Aéroport où la messe papale sera dite. Sur place, il a constaté des progrès sur l'état d'avancement des travaux et a obtenu des explications du patron de l'agence Hyproxy Group, Jésus Noël Cheke. Chef-d'œuvre sur quelques préoccupations qu'il a posées. L'archevêque de Kinshasa a fait la ronde du site où il a reçu les explications sur la configuration de l'aménagement du dit site. Il a également visité la tribune qui accueillera les hôtes de l'église. Aucun aspect n'a échappé le prélat de Kinshasa et toute sa délégation. Des installations sanitaires, de matériaux pour la poursuite des travaux, des chaises où devraient s'asseoir des prêtres et les fidèles, tous ont été passés en revue. Se livrant à la presse, le cardinal s'est dit impressionné de la qualité des travaux réalisés par l'agence Hyproxy Group. Il appelle le fidèle catholique à se préparer pour réserver un accueil digne au Saint-Père et participer à la messe qu'il dira sur le site d'Ndolo. Depuis que les travaux ont commencé, c'est la première fois que j'arrive ici pour visiter le site. Et il était important pour moi de venir visiter parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Rome, j'étais avec le Saint-Père, je lui ai garanti que tout allait bien, le préparatif était au point. Mais je voulais quand même m'assurer si ce que j'avais dit au Saint-Père correspondait à la réalité. Je suis venu aujourd'hui, j'ai vu et je peux dire que nous sommes dans le bon. Selon Jésus Noël, le site accueillera près de 1 million de fidèles et sera disponible au plus tard le 25 janvier. Rappelons que le voyage du pape, initialement prévu en juillet 2022, avait été reporté pour raison de santé. Le Saint-Père est donc attendu à Kinshasa le 31 janvier où il passera 4 jours, soit du 31 janvier au 3 février 2023. Voilà, on a pris 2 éléments. On parle d'abord du pape François qui arrive à Kinshasa dans quelques jours. Madame Thérèse Kapinga, c'est un événement important quand même pour tous les fidèles catholiques. Je ne sais pas, vous êtes de quelle congrégation déjà? Je suis protestant. Vous êtes protestant, mais bon, il faut dire que c'est l'œuvre du Christ. C'est l'œuvre du Christ, même quand le pape arrive, cela intéresse tous les chrétiens. Finalement, c'est plus par rapport aux préparatifs, parce que bon, on a vu le gouverneur de la ville en train de détruire quelques sites pour, je veux dire, la salubrité par rapport à cet événement. On voit même également le cardinal Ambongo qui se précipite au site. Est-ce que vous pensez que la bonne façon de faire, c'est de faire les choses précipitamment de cette façon-là? Je loue d'abord cette initiative donc, de la visite de pape, parce qu'en tant que diplomate de formation, la sainteté, c'est aussi une diplomatie à part entière. Et cette façon de faire les choses précipitamment, ça ne chante pas. Parce qu'il y a eu le temps, comme il devrait être là depuis le mois de juillet de l'année passée, et aujourd'hui, ça va faire au moins 5-6 mois encore. Donc on pouvait avoir tout le temps de planifier, de préparer des choses
comme il se devait calmement, au lieu de faire des choses précipitamment qui risquent de ne pas être bien faites. Bon, à qu'à cela ne tienne, on connaît notre pays et on aime toujours faire des choses en dernière minute. L'essentiel sera qu'ils trouvent quand même un cadre approprié, idéal pour les recevoir. Je crois que c'est le deuxième pape qui arrive après le pape Jean-Paul II. Oui. Voilà, c'est après autant d'années, voilà. Et qu'aujourd'hui, le pape François qui arrive, qui va arriver, qui va mettre encore fouler ses pieds dans nos sols. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est l'action. Et aussi, comme il y a des problèmes de l'insécurité et tout ça là, lui, en tant qu'une sainteté, lorsqu'il va arriver ici, je pense qu'avec la sagesse religieuse qu'il a, il pourra mettre tout le monde ensemble pour essayer un peu de parler avec les uns et les autres et éradiquer un peu cette... C'est une victoire dans l'actif du chef de l'État, Félix? Bien sûr, c'est une victoire, c'est un point positif. Le roi Philippe? Oui. C'était le roi Philippe qui est arrivé? Le roi Philippe? Oui, le roi Philippe. Oui. Et puis maintenant, c'est le pape François. Oui. Donc, dans son actif, il y a quand même des positivités là-dedans. Oui, donc, on pense que c'est une victoire pour la RDC de recevoir une personnalité de ces gens dans son sol après autant d'années. Donc, c'est-à-dire que là où il est, il voit dans sa diplomatie aussi, il est en train de voir ce qui se passe dans le sol de la RDC aujourd'hui. Il y a plus de 20 millions de morts dans notre pays. On devrait en parler. L'insécurité à l'Est. Il faudrait vraiment que nous puissions mettre fin à cette insécurité, ces massacres, ces violences de tout genre et tout qui met mal à l'aise. Guerre interminable. Tout à l'heure, là, pendant que j'attendais que vous puissiez me recevoir, on m'a balancé une image là dans mon téléphone. J'ai regardé, mais j'ai coulé des larmes. Parce que je vis qu'au moins que les rebelles étaient en train de fouetter les gens et les femmes, on enlève les habits, on fouette à mort et puis on viole. Non, mais on est quand même dans notre pays. C'est notre propre pays. Personne n'avait demandé de naître dans ce pays. C'est notre héritage nous donné par Dieu. Pourquoi on doit souffrir dans ce pays? Tout dernièrement, il y a une bombe finalement dans une église à Kassindi qui a fait 10 morts pendant que les gens étaient en train de prier le Seigneur. Nous sommes devenus comme un pays dualiste où il y a des kamikazes. Donc ça devient vraiment... Malgré les efforts du gouvernement, comment vous appréciez finalement la tactique du gouvernement? La tactique du gouvernement de chercher à mettre le temps de siège et tout pour pallier à ce problème, c'est quand même quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez d'avancée. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que quand vous êtes, je ne sais pas si vous êtes déjà allé de ce côté-là. Oui, bien sûr. Vous allez voir que de l'autre côté, de notre côté, il n'y a pas vraiment de sécurisation par rapport aux autres. Les autres, vous allez voir qu'à chaque 5 mètres, il y a un élément. Après 5 mètres, mais chez nous, on peut voir 50 mètres. Donc, il faudrait maintenant qu'on puisse vraiment... C'est pourquoi nous, à un moment, nous, en ADEC, on était partis déposer le briques au niveau du siège de l'Union africaine pour qu'on puisse mettre un mur là. Ces murs-là vont faire en sorte qu'il y ait un passage qui est connu de tous. Vous voulez entrer en RDC, vous passez par là et que les éléments de l'immigration qui sont là, ils vont savoir, vous allez remplir des fiches pour savoir votre adresse, vous allez faire combien de jours et vous arrivez à terme de votre séjour, les éléments de l'immigration viennent vous chercher, vous faire sortir de votre territoire. Il était venu pour une semaine, il se plaît de rester là-bas, entrer dans des minéraux, commencer à puiser, faire du n'importe quoi. Donc il faudrait vraiment que le chef de l'État, malgré l'état de siège, il doit renforcer les éléments. Je loue encore les jeunes, comment ils ont accepté, ils ont vraiment accepté l'appel du chef de l'État pour s'enrôler dans l'armée. Ils se sont enrôlés en milieu. Donc ces éléments-là doivent être vraiment formés. Puisqu'on en parle, puisqu'on parle de la sécurité à l'Est, il faut quand même enlever également que l'M23 continue, je veux dire, la refuser quand même d'abandonner certains sites, mais également il y a un problème qui se pose par rapport aux zones tampons, qui sont renflouées également par, je veux dire, de l'armée tout à fait étrangère. Comment percevez-vous cela? En tout cas, je suis vraiment contre cette façon de faire des choses, des zones tampons là. C'est une façon de prendre cette partie. Parce que vous amenez les gens qui disent qu'ils sont venus sécuriser. Mais
ils disent qu'ils ne sont pas venus pour combattre. Ils sont venus juste pour observer. Pendant que nous avons la mission de la MONUSCO qui observe pendant des années, qui ne fait absolument rien. Il y a des tueries de tout genre là-bas et ils sont impuissants. Ils se déclarent même au vu de tout le monde que les armes que détient le M23 sont plus puissants que ce que les armes que détiennent la Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et ils ont seulement les armes pour tirer à bout portant la population qui proteste à ce qu'ils puissent quitter et ajouter encore ces gens-là des EAC pour faire de la zone tampon. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de balkaniser. Tout à fait un complot, soyez contre la RDC. C'est un complot. C'est un complot. En tout cas, moi, je suis vraiment contre cette façon-là. Je suis vraiment contre. Très bien, merci. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Thérèse Kapinga Bokassa, elle est vice-présidente de l'ANADEC, qui est l'Alliance nationaliste pour l'émergence de la démocratie en République démocratique. L'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo. Très bien dit. Alors, merci à vous d'être venus. On se fixera rendez-vous une prochaine fois. Merci également à vous qui nous avez suivis de partout. On se retrouve donc les dimanches prochains à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Kin.